BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode et dernier épisode de la saison 4 d'Impact PME. Vous le savez, ce grand rendez-vous d'entrepreneurs de TPE, PME qui nous a permis de réunir plus de 2000 personnes à Station F le jeudi 30 novembre 2023 autour des 3 thématiques qui étaient celles de cette année sur comment réussir 2024, les talents, l'IA et la transition écologique. Bon, on va rester un peu sur une partie de ces thèmes et notamment sur la transformation numérique ce week-end avec mes 3 invités. Pierre Pfister, le directeur général d'Adista. Bonjour Pierre. Bonjour. Avec Stéphane Donders, le CEO de DQE. Bonjour. Data Quality Everywhere. On va parler donc data. Et qui dit data, dit IA. Donc on va également parler IA avec un jeune entrepreneur, Quentin Amodry, le cofondateur de Mendo. Bonjour Quentin. Bonjour Philippe. On va commencer avec vous Pierre. Adista, il aide les entrepreneurs PME, ETI à se numériser. Quel est le métier de cette entreprise qui est née quand d'ailleurs ? Alors, c'est né dans les années 80. Donc, il y a 30 ans, c'est ça ? Presque plus de 30 ans, ouais. Effectivement. Et assez vite, l'entreprise a considéré que les PME, les ETI, en particulier au plus proche des régions, avaient besoin d'être accompagnés, à la fois sur les télécoms, ça on a beaucoup mais aussi sur l'informatique, la numérisation, et puis la mise en commun finalement de cette informatique en l'hébergeant, ce qui était à l'époque finalement très très novateur, et qui continue à l'être sur d'autres formats. Aujourd'hui, vous êtes un opérateur dit national de proximité. 35 agences, 800 personnes. Oui, c'est ça. Notre modèle est vraiment basé sur cette proximité. On est une société qui a d'abord démarré dans le Grand Est, autour de Nancy. Et puis, on a répliqué ce modèle de proximité dans toutes les régions. On croit beaucoup à ça. On a beau faire des choses numériques, on peut tout faire à distance aujourd'hui. Mais pour autant, dans toutes nos agences, sur le territoire, on a tous les métiers pour pouvoir aider de façon très locale des collectivités, des PME et des ETI sur leurs enjeux, effectivement, télécom et IT, et informatique, finalement. Le fait que les deux sont de plus en plus connectés, puisque si vous hébergez votre système d'information, mais que vos télécoms ne fonctionnent pas bien, vous n'êtes pas rendu pour autant. Bien sûr. Donc, c'est les deux qu'on fait et on le fait au plus proche de nos clients. Vous êtes également opérateur cloud et connectivité alternative. Ça veut dire quoi, cette connectivité alternative ? Alors, on a des infrastructures assez importantes sur la France. Mais 14 data centers. On a 14 data centers et tout un réseau très haut débit pour connecter ces data centers. Et alternative, parce qu'on considère qu'on travaille peut-être un peu différemment et qu'on ne fait pas partie des très gros que vous pouvez connaître, les SFR, Orange et Bouygues Télécom de ce monde. Mais on utilise parfois leurs services, en particulier sur la partie télécom, pour rendre nos services. Quelles sont les prestations que vous assurez prioritairement auprès de vos entreprises clientes en fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Alors, on nous demande de la connectivité, notre métier un peu historique. On nous demande de l'hébergement. De l'hébergement. Souverain donc. Alors souverain, de proximité. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Aujourd'hui, c'est un élément de différenciation d'être un hébergeur souverain ? Oui, on pense que c'est... On va parler de la data et de ses enjeux. On pense que c'est tout à fait... mais on n'est pas... On pense qu'en fonction du sujet du client, il peut y avoir certaines données, certains serveurs qui doivent rester finalement dans leur data center. Okay. Certains vont être dans nos data centers souverains et certains vont peut-être être soit chez un hyperscaler français comme OVH ou un hyperscaler américain. Oui. Ça va dépendre un peu de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette donnée, quelle est la sensibilité de cette donnée et quel type de traitement on veut en faire. Et nous, notre enjeu, c'est de réduire cette complexité pour des PME et les accompagner dans une transition. Souvent, ils commencent par avoir leur informatique en local et ils ont cette histoire à monter de move to cloud, on dirait en bon français. Tout le monde dit ça aujourd'hui. On les aide à faire ce transport-là. Et comme on maîtrise aussi la couche télécom, on peut s'assurer que ça fonctionne parfaitement. Vous parlez de données, data. Justement, est-ce qu'il y a une évolution avec l'IA, notamment l'IA générative ? On n'arrête pas d'entendre qu'il faut absolument développer une IA qui est basée sur vos données propres. Est-ce que ça évolue justement, ça fait évoluer aujourd'hui les besoins de vos clients là-dessus ? Est-ce que vous les accompagnez sur la gestion, cette nouvelle gestion finalement de leur data, pour qu'ils arrivent avec des IA génératives presque personnelles ? Oui, c'est un enjeu important aujourd'hui ? Oui, beaucoup. En fait, depuis des années, on dit, et c'est un peu un lieu commun, que les data, c'est certaines richesses pour les entreprises. Et en fait, c'était vécu plutôt comme une crainte, en disant si je me fais cyberlocker, finalement, je vais perdre mes données. En fait, on comprend de mieux en mieux qu'évidemment, on peut en tirer quelque chose
on le savait déjà en faisant de l'analyse de données. Avec l'IA générative, on peut en tirer encore plus, mais ça nécessite une compréhension et un traitement de ces données qui est très forte. On prend souvent l'exemple, nous, en interne. Si aujourd'hui, on aspire l'ensemble du système d'information d'une entreprise, dans une IA générative, on va pouvoir récupérer le salaire du patron assez facilement, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut mettre des notions de confidentialité sur toutes les données, et donc il faut traiter toutes C'est ces votre données. job, ça ? Vous faites ce type de prestation ? On fait aussi ça, tout à fait. On a une équipe conseil qui aide. Alors ça se fait un peu naturellement, et commencer par développer beaucoup évidemment de suites bureautiques Microsoft, donc beaucoup de données sont accumulées. Et assez naturellement, nos clients nous ont demandé à traiter ces données et comment traiter la confidentialité. Et là, avec l'IA générative, ça devient une nécessité encore plus forte pour pouvoir avoir, le gain, les use cases de cette IA générative. Eh bien, faut-il encore s'assurer de la qualité et de la confidentialité des données. Stéphane Nonders, vous êtes le CEO de DQE. DQE, ça veut dire Data Quality Everywhere, de la data de qualité partout, qui a été créé il y a 15 ans. C'est votre métier, ça, justement, d'assurer à vos clients une donnée de qualité. Alors, quels sont vos clients et comment faites-vous ? Alors, c'est exactement notre métier. On fait que ça, d'ailleurs, la data quality. Nos clients, aujourd'hui, c'est 400 entreprises. Historiquement, des grandes entreprises, des grands groupes, donc des grandes bases. J'aurai l'occasion d'y revenir. Progressivement, des entreprises de taille plus modeste, ce qu'on appelle des ETI. Oui. Mais en fait, peu importe la taille, ce qui est important, c'est pour nous, le critère, c'est le volume, la taille de la base de données. Ce qu'on appelle communément les bases B2C ou les bases B2B, donc en l'occurrence grand public et entreprise. Alors, on est tous dans des bases B2C. Bien sûr. On a tous des cartes de fidélité, on est présent dans... De plus en plus. Voilà, exactement. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans... plus les mettre. Exactement. Donc, tout ça crée énormément de volume et de trafic. Et donc, quand nos clients, les donneurs d'ordre, veulent traiter leur base, ce qu'ils font maintenant quotidiennement, en temps réel, la data quality est un enjeu majeur. Mais là, c'est quoi exactement votre activité ? Vous prenez la main sur leur data et vous en faites quoi ? Vous la réorganisez, vous la dédupliquez, vous la dédoublonnez ? C'est à peu près ça. Alors, on prend par la main, ils nous confient leur base. Oui. Et on opère des traitements de redressement et de correction. C'est quoi un redressement de data ? Alors, je vais vous le donner des exemples. Je comprendre. La data est l'enjeu clé, l'or noir du 21e siècle. Voilà. Éduquez-moi. Alors, on est sur la data, ce qu'on appelle la data client. C'est en fait, nous tous autour de cette table, on a un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse postale. Voire plusieurs d'ailleurs. Voire plusieurs. Et donc, on dépense. On va dans différents types de marques, entreprises. Donc, on se retrouve dans plusieurs bases. Bases qui peuvent être des bases communes à des grands groupes, par exemple dans le secteur du luxe. Et donc, nous, en fait, on va redresser. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que vous, Philippe, vous êtes potentiellement une fois, 10 fois, voire plus de 20 fois dans les mêmes bases multimarques. Très probable. Alors qu'en fait, il y a un seul Philippe Bloch. J'espère bien. Voilà, c'est vous. Donc, on va déjà s'assurer, effectivement, à travers la duplication qu'il y a donc, la bonne personne avec la bonne adresse email, celle que vous utilisez. Oui. Le téléphone portable, qui généralement, lui, change un peu moins. Oui. L'adresse postale, vous avez le droit, évidemment, de déménager. Il y a eu beaucoup de changements d'adresse. Ou d'avoir plusieurs adresses avec le travail. On évoquait la semaine dernière l'hybridation du travail, le travail à domicile, le travail délocalisé, etc. Exactement. Donc, quand nos clients vont faire des opérations, ou font des opérations, comme ça vient de se produire avec le Black Friday, qui est un pic de forte activité, on s'assure, quand ils font des opérations, des campagnes de mailing, de promotion, d'envoi postal, ça peut être aussi des catalogues, voire autres, que l'adresse est correcte, l'adresse postale, l'adresse mail, etc. Donc, c'est notre métier. J'évoquais à l'instant l'émergence incroyablement rapide de ChatGPT et donc ce phénomène de l'IA générative au sens large, et donc que ça suppose une data de qualité pour ceux qui veulent en développer une éventuellement dans leurs propres entreprises. Vous voyez cette mutation aujourd'hui chez vos clients ou pas ? Alors, on la voit à travers les règles. En fait, il faut savoir que derrière le traitement d'une base ce qu'on appelle une base data, tous les clients ont des règles compliquées pour faire, au-delà du traitement, ce qu'on appelle du merge, du reparenting. Je ne vais pas utiliser les termes... Du remerge. Car en fait, une fois qu'on a identifié qu'il y avait plusieurs Philippe, on va dire on va éliminer les autres pour en garder qu'un seul. Voilà, on appelle ça le merge. To merge. Voilà. Ou le reparenting, c'est un terme... c'est le mot que j'avais le reparenting. Bon. Voilà. Donc, effectivement, ces traitements, aujourd'hui, demandent des règles de plus en plus sophistiquées. Et l'IA, effectivement, permet, à travers ce qu'on appelle les technologies de système expert, de rendre les règles de plus en plus pertinentes, fiables et précises. Donc, ce qu'on appelle aussi le learning, pour améliorer les principes des règles. Donc, c'est en ça où l'IA est intéressant dans nos domaines. Après, c'est l'espace conversationnel. Donc, plutôt que de faire du paramétrage homme-machine, on va plutôt établir un dialogue
souvent avec les chefs de projet qui vont poser des questions. Le système va renvoyer des questions pour mieux comprendre les enjeux, les besoins et amener nos clients à avoir des systèmes de paramétrage beaucoup plus pertinents et donc avoir des résultats, in fine, qui sont beaucoup plus précis en termes de gestion de la qualité de données. Alors restons sur l'IA avec vous, Quentin Amodry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général de Mendo. Mendo, que j'ai découvert récemment à travers un article des Échos, comme quoi c'est bon quand on est entrepreneur d'avoir de la presse de temps en temps pour se faire connaître. La presse parle beaucoup. Exactement, surtout quand on lève un peu d'argent, puisque vous avez levé, je crois, 700 000 euros. Exactement. Pour cette entreprise, qui est jeune, qui est une entreprise intéressante parce qu'elle comprend que l'IA va tout changer, l'IA générative va tout changer, et qu'il faut apprendre à prompter. Et qu'on est loin de savoir tous bien le faire, et qu'il y a un enjeu là, majeur de formation en termes de parcours. Vous avez fait vos études en Amérique, notamment sur l'analyse de données, en fait. Vous étiez passionné par l'éducation, vous avez toujours voulu entreprendre. Et là, vous avez rencontré un garçon, Alex Pinon, qui avait déjà créé 2 entreprises, et vous avez créé cette boîte ensemble. Vous le dites c'est tout récent. Ça date de quand? C'est tout récent. Ça dépend à quel point on parle de récent. Comparé à mes collègues autour de moi, c'est relativement récent. On va arriver à notre 3e année. Donc on a un peu de passé, on a un peu d'expérience, surtout sur un sujet qui est relativement nouveau. Et on est fort de cette expérience et aussi de notre jeunesse pour pouvoir créer ce produit qui a pour objectif d'accompagner l'humain dans cette transition vers l'IA générative, et je pense que c'est un défi à très grande échelle. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas démarré avec l'IA, vous avez démarré avec Excel. Vous m'avez dit un truc qui m'a fait rire. Vous m'avez dit, on a d'abord misé sur Excel, qui est le logiciel le plus détesté du monde, que personne ne comprend vraiment sur comment faire des trucs. On est tous d'accord. Et que du coup, vous avez créé ce premier module en fait, de formation sur Excel. C'est maintenant que vous ajoutez à ces formations de l'IA générative. Mais du coup, comment avez-vous démarré? Comment est-ce qu'on part d'un tel projet de formation à des outils de cette nature? Et en quoi êtes-vous différent? Quelle est l'offre justement de Mendo? C'est un vaste sujet. En fait, nous, le problème qu'on a réalisé, c'est que globalement, presque tout le monde utilise Excel dans son métier. Oui, absolument. En termes de temps, ça représente 30% du temps passé sur un poste de travail. Donc, c'est vraiment conséquent. Et pourtant, il y a 60-70% des personnes qui se disent frustrées sur Excel. Donc, un énorme problème d'utilisation du logiciel. En fait, ce n'est pas un problème qui est propre à Excel. On a des technologies dans notre quotidien. Ces technologies sont complexes. Elles nous permettent de faire énormément de choses dans notre travail. Et éduquer les personnes sur ces logiciels, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, c'est difficile de faire changer les personnes. Quand on a une charge de travail très large, pouvoir éduquer sur des logiciels, ce n'est pas forcément la priorité. Ce n'est pas là où les entreprises vont investir principalement. Et donc, nous, on a créé un moyen très impactant pour l'utilisateur final. Donc, on est vraiment des passionnés de pédagogie. Et on a mis un outil qui s'insère dans le travail des personnes et qui va chaque semaine leur faire des rappels pour les faire apprendre très rapidement et avec un grand impact dans leur travail. Et c'est en mode SaaS, on prend une licence en mode SaaS. Et tous les collaborateurs peuvent s'en servir à intervalles réguliers. En fait. Exactement, c'est ça. Vous insistez sur la régularité et la relance. Il ne faut pas les lâcher, les gars. En fait, c'est ça l'idée un peu. Il y a eu des évolutions et des études dans les sciences cognitives qui sont assez fortes et c'est assez logique. Il y a une courbe qui s'appelle la courbe des bingos qui en fait montre tout simplement que notre cerveau est un disque dur. Un disque dur, quand on le grave, on tape plusieurs fois dessus. Notre cerveau, c'est la même chose. Si on tape une fois avec un grand coup de massue et qu'on fait une formation d'une semaine, on voit plein de choses. J'ai mal. Moi. Ça va être super. Vous aurez mal, en effet. Et surtout, l'impact long terme, c'est qu'au bout d'1 an, vous aurez peut-être 5-10% de l'information qui va rester. Donc, si vous faites un ROI par rapport à ce que vous investissez et ce que vous en tirez, vous dites qu'il y a peut-être un meilleur moyen. Et en effet, le meilleur moyen, c'est d'investir à peu près le même temps, mais simplement d'espacer cet investissement en temps, ce qui est difficile, ça demande de la rigueur, mais qui, par contre, sur le long terme, va avoir un vrai impact dans vos habitudes et sur vos collaborateurs. Et aujourd'hui, avec la révolution de l'IA générative, on a un vrai challenge d'avoir des formations à impact. On va devoir accompagner virtuellement toutes les personnes qui travaillent derrière un poste de travail et leur dire, vous allez devoir changer vos méthodes de travail. Vous allez avoir de nouveaux outils. Et ça, c'est un énorme challenge. Et si on veut être sûr qu'on ne laisse pas l'humain derrière, on a besoin d'avoir des technologies qui se basent sur ça. Et c'est pour ça que Mendo est très fort, c'est qu'on est capable de prendre les gens par la main, de leur dire « vous vous occupez de rien, vous venez juste 20 minutes sur Mendo chaque semaine ». Et avec ça, on vous garantit que vous serez très fort sur l'IA générative et que vous ne serez pas laissé derrière.
Vous obtenez le même résultat à peu près entre Excel et IA en termes de rapidité de succès, puisque vous évoquiez notamment que 180 millions d'utilisateurs déjà actifs dans le monde de ChatGPT, ça allait très vite. Est-ce que pour vous, ça va très vite aussi, cette dimension supplémentaire de Mendo aujourd'hui ou pas? Par rapport à l'apprentissage ou par rapport Non, par rapport à Excel. Est-ce que là, vous démarrez encore plus rapidement sur l'IA que vous l'avez démarré sur Excel dans votre Bien entreprise? sûr, parce que déjà, on a notre expérience. Sur Excel, on a eu plus de 10 000 personnes qui ont utilisé notre outil. Et donc, on a fait plein de tests. On a essayé ce qui marchait le mieux. Et sur ChatGPT, on était prêt. Donc, on a utilisé tout ce qu'on a appris pendant 2 ans et on l'a mis à l'intérieur du produit, ce qui fait que derrière, on est capable d'avoir un impact très tangible sur les utilisateurs. D'ailleurs, on a des très, très bons retours. On a un très bon score de satisfaction des utilisateurs. C'est ce qui nous pousse tous les jours. Et la montée en niveau, elle en est que plus grande au final. Messieurs, Pierre Pfister et Stéphane Donders, en tant qu'entrepreneurs avec plus d'expérience que Quentin, il vient de lever 700 000 euros. Si vous étiez investisseur, vous y croyez à son projet? Vous iriez? Est-ce que ça vous paraît pertinent? C'est pas qui veut gagner des millions ou qui veut devenir mon associé, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis d'experts, notamment du numérique, sur une telle initiative. Alors, la réponse sera forcément oui, mais mon expérience aussi d'entrepreneur fait que ce que je retiens de tout ça, c'est ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est les hommes, au sens les équipes, les talents. Donc, ce qui semble être tout à fait le cas des personnes autour de cette table. Et après, évidemment, c'est le modèle, le business model. Donc, effectivement, ça rentre en résonance. Excel, le nombre très important d'utilisateurs dans le monde, et évidemment l'IA aujourd'hui qui est un sujet d'actualité. Donc, je pense que c'est un bon cocktail. J'investirai. Il y aura de la place au prochain tour, voilà. Si vous voulez. Ça y est, il va me rappeler. Il apprend vite, Pierre Pfister. Et on va parler talent aussi un petit peu chez vous. Oui, nous, ce qu'on voit, c'est auprès de nos PME, c'est qu'il y a besoin de beaucoup d'accompagnement. Il y a toujours eu, on a toujours fait de la formation d'ailleurs sur tout ce qui était solutions qu'on déployait. On voit sur l'IA, ne serait-ce que l'usage du prompt, sans même parler d'IA ouverte, finalement. C'est un vrai enjeu. La façon dont vous allez poser les questions, les raffiner petit à petit. Donc, je pense que le sujet est bien là, la demande est bien là, elle est forte. Et effectivement, comme Quentin, je crois beaucoup au côté très régulier. Ça me fait penser à Duolingo avec ses streaks. Je veux dire, il faut absolument qu'on force les utilisateurs à y aller tous les jours pour être sûr que ça finisse par imprimer. Je pense que c'est une très belle vision. Oui. Comment est-ce géré au sein des entreprises? Parce que je me souviens quand tout d'un coup Internet est arrivé avec notamment les débits plus rapides, les entreprises se demandaient si elles avaient intérêt à autoriser Internet. Rappelez-vous de cette époque, vous êtes trop jeune, Quentin, pour vous en souvenir. On s'interrogeait sur s'il fallait ouvrir Internet aux salariés. C'est un truc de fou quand même. Vous vous souvenez de cette expérience, Pierre? Aujourd'hui, est-ce que ces questions se posent ou pas sur l'IA générative pour les salariés? Quel est le rapport du management aujourd'hui à cette nouvelle technologie en fait? Oui, il y a un enjeu. Si vous nourrissez ChatGPT avec l'ensemble de vos prix et l'ensemble de vos produits... Pour pouvoir accéder à mon salaire en tant que patron? Ils y seront. Donc, il est clair que aujourd'hui, vous pouvez déjà, sur les outils Microsoft, avec un certain niveau de licence, faire l'équivalent de ChatGPT avec un prompt qui s'appelle Copilot, qui est intégré dans les outils Microsoft. Oui, c'est de plus en plus le cas. D'ailleurs, je me demande si on ne va pas utiliser de plus en plus faire l'IA via Bing, via BART, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et donc, il y a un enjeu... Alors, soit, et on peut avoir des versions privées, entre guillemets, pour ne pas partager. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est même la première étape, en fait. La première étape, c'est une formation, parce que vous n'empêchez pas, nous, on l'a connu comme entreprise et tous nos clients le connaissent, vous empêchez pas vos utilisateurs, heureusement, parce que c'est très productif, d'essayer de faire la nouvelle consultation directement sur ChatGPT plutôt que de l'écrire, etc. Donc, si vous formez pas, si vous informez pas vos collaborateurs, si vous donnez pas des bonnes pratiques, nous, on l'a fait en interne dès le début, vous pouvez avoir peut-être un risque de fuite d'informations. Quels sont les messages qu'on peut adresser, en fait, Stéphane Donders, aux entreprises sur justement ce sur quoi il faut se méfier aujourd'hui en matière de data face à ce nouveau monde, d'une certaine façon? Quels sont les écueils à éviter? Quels sont les messages à adresser aujourd'hui aux entrepreneurs sur leur data? Aux entrepreneurs? Oui, aux dirigeants d'entreprise pour justement faire le meilleur usage possible de leur data et de l'IA générative. Alors, j'ai relevé, vous disiez, tout le monde va savoir mon salaire. Alors d'abord, ChatGPT ou les outils d'IA générative vont aller piocher de manière intelligente dans l'information qui est publique. À l'inverse, quand votre salaire, normalement, il est sécurisé. C'est-à-dire qu'il est dans le système comptable ou de paye, et donc personne n'y a accès. D'ailleurs, un des grands enjeux, et voire l'enjeu numéro 1 dans le domaine de la data, c'est la sécurité. On aurait passé l'émission pour parler de tous les enjeux de cybersécurité, etc. Donc nous, on doit effectivement amener à nos clients d'abord tout ce qui concerne la sécurité des données quand on les traite, les données clients.
Après, l'IA, oui, elle va prendre sa place naturellement à la fois dans l'entreprise, mais surtout à l'extérieur. C'est un phénomène aujourd'hui qui a pris du temps. On parlait de vague tout à l'heure. La vague, elle a démarré il y a 40-50 années. Aujourd'hui, les technologies, les processeurs permettent de faire des traitements très rapides et de volumétrie. Donc, il serait illusoire d'aller contre le courant. Ce qui va être intéressant, c'est comment tout ça va s'appliquer concrètement dans le monde des entreprises. Et je pense qu'effectivement, le secteur de la formation, ou pour notre domaine, le secteur des règles, puisque à la base, l'IA, c'est les systèmes experts, donc c'est comment on modélise des règles, la capacité de l'humain à raisonner, va de façon s'appliquer dans tous les domaines. Vous êtes combien actuellement, Quentin Amodri, chez Mundo, pour faire tourner cette boutique? Parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, finalement, une fois que... Qui sont les collaborateurs de Mundo, d'ailleurs? Que font-ils? Tout à fait. Alors, on est 10. C'est assez réparti simplement. Il y a 5 développeurs avec un directeur technique. C'est la base, parce que c'est le produit. Tout à fait. Donc, en fait, on était principalement des développeurs. On a passé beaucoup de temps à faire un bon produit. Et aujourd'hui, avec les demandes croissantes du marché, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un gros challenge de formation. On a recruté des équipes de vente. Donc maintenant, on est 5 du côté vente et marketing aussi. Donc 5 de chaque côté. Et on a un vrai challenge demain sur notre prochaine levée de fonds de faire évoluer notre produit pour continuer à mieux accompagner les clients et être vraiment la meilleure solution du monde. Qu'est-ce que va financer cette première levée d'ailleurs? Alors, cette première levée qu'on vient de clôturer, elle a financé le recrutement de l'équipe de vente. Donc, voilà. On avait une bonne équipe tech en place, une bonne équipe produit. On travaille aussi avec des externes pour créer le meilleur contenu. Donc, on travaille avec les meilleurs formateurs de la place. On met notre recette pédagogique à l'intérieur de l'outil pour avoir globalement le meilleur outil d'accompagnement. Et derrière, les équipes de vente, elles doivent suivre pour pouvoir accompagner les clients. Voilà. Quel message adresseriez-vous tous les trois aux TPE-PME qui nous écoutent, puisque c'est un peu notre cible dans cette émission, qui ne s'y mettent pas très vite à l'IA générative? Ils vont ouvrir tout de suite? Ou Pierre Pfister, quel message leur adresser ensemble? C'est que les cas d'usage sont exceptionnels. Expliquez-leur. On peut, vous voyez, nous par exemple en interne, tout ce qui est configuration d'équipement, on commence à le faire automatiquement. Il y a quasiment 50-60% de notre code qui est fait automatiquement. Sur les opérations de service client qui sont extrêmement, répétitives, dans nos outils, on se fait aider aussi sur de l'IA générative pour aller beaucoup plus vite. Ces cas d'usage, ils sont à la portée des PME, mais pas au premier jour. Ça nécessite, comme je l'expliquais tout à l'heure... Dans quelle étape, justement? Moi, je veux y aller, mais comment je fais? Le premier point, c'est déjà d'acculturer un peu votre équipe et votre patron pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'ils font. Je pense que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'avoir une réflexion sur c'est quoi votre patrimoine informationnel que vous voulez finalement faire ingérer par votre IA, parce qu'on parlait du salaire tout à l'heure. Moi, je parle d'IA génératifs qui sont privés, en fait, qui réutilisent tout ce que le système a appris, mais qui, en plus, se complètent de vos propres données, mais de façon sécurisée dans votre entreprise. Donc là, oui, bien sûr, vous avez tout de suite une question à vous poser, de dire, OK, mais du coup, quelles sont les données que je veux rendre publiques? Et aussi, quels sont les accès? C'est-à-dire, il y a vraiment un sujet pour chaque personne d'identité numérique, à quoi j'ai accès. Une fois que vous avez ça, et en parallèle, vous travaillez avec les métiers sur un certain nombre de cas d'usage, et ça peut aller très vite, et les gains sont exceptionnels. Et donc la question, pour répondre à votre question, par rapport à un patron de PME, c'est est-ce que vous voulez aller plus vite que vos concurrents ou pas? Est-ce que vous voulez finalement opérer de façon beaucoup plus économique, de façon plus qualitative aussi, parce que plus d'automatisation? Si c'est votre objectif, il faut commencer à s'en intéresser rapidement. Je vous voyais tous les deux acquiescer, Stéphane Nonders et Quentin Amodri. Stéphane, un mot là-dessus? Oui, il faut absolument, comme je le disais, s'approprier les technologies d'IA en restant concentré sur son cœur de métier, sur son activité, pour voir justement les gains de productivité. Il ne faut pas se le cacher. L'IA, aujourd'hui, la promesse, c'est les gains de productivité, la performance de l'entreprise ou du particulier. Alors, très concrètement, nous, on l'a utilisé, et on l'utilise aujourd'hui de plus en plus pour faciliter et rendre intelligent le paramétrage de nos outils, ce que j'appelais tout à l'heure les règles. Très proche de ce que vous disiez, Pierre. Donc nous, l'enjeu et l'intérêt très concrètement pour des QE, c'est de gagner plus de clients et de les mettre en ligne plus rapidement. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on démarre traitement de base B2C, B2B avec un client, il y a une phase de paramétrage, de compréhension du besoin. Une base B2C dans le retail, c'est différent d'une base B2B, par exemple, dans la finance. Ça paraît évident. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de la base et des enjeux des clients pour pouvoir ensuite démarrer les traitements. Donc, quand on va s'adresser de plus en plus à des entreprises avec moins de moyens,
par exemple des PME, les outils d'IA vont permettre d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des coûts d'acquisition très, très faibles, et donc de démarrer et de rendre donc, dans notre domaine la data quality beaucoup plus accessible. Voilà une réponse. Dernier message, il nous reste à peu près une minute pour Quentin Amodry, le plus jeune de la bande, pour convaincre le monde entier des entrepreneurs de TPE-PME à y aller. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'IA, on s'est rendu compte très rapidement que ce n'était pas juste une petite mode. On voit l'impact tangible. Aujourd'hui, c'est une révolution. Oui, c'est pas le métaverse. C'est pas le métaverse. Non, parce qu'il y a 2 ans, tout le monde parlait que de ça. Je crois que ça nous a un peu... on en parle moins, quand même. C'était un peu réchauffé en plus. Oui, Si vous voulez mon avis. absolument. Et donc, on a passé cette phase. C'est pas le métaverse. C'est une révolution qui est aussi forte que celle d'Internet. Aujourd'hui, il y a une étude du MIT qui est sortie récemment. C'est 40% de productivité gagnée et 20% de qualité. Donc, le challenge, c'est de commencer à l'utiliser, de comprendre ce que c'est pour pouvoir ensuite mettre en place des choses dans l'entreprise. J'ai entendu le jour une définition que je trouve plutôt bonne pour conclure l'émission. Et donc, cette saison, il paraît qu'on vit le moment iPhone de l'IA. Je crois que c'est assez vrai. Tout à fait. Allez, merci messieurs. Je Merci. rappelle qui vous étiez pour cette dernière émission. Pierre Pfister, directeur général d'Adista, merci de nous avoir rejoints. Stéphane Donders, CEO de DQE Directeur général. Data, directeur général de Data Quality Everywhere. Et Quentin Amodry, cofondateur de Mendo. Merci à tous. C'est la fin de cette saison et de cette émission. On se retrouve, j'espère, prochainement pour une nouvelle édition d'Impact PME. Bonne fin de week-end à tous. Ciao. Impact PME l'hebdo.